Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Il est 10h46 en direct sur Sud Radio. Merci de nous rejoindre, chers auditeurs. Nos invités aujourd'hui, Jacques Millard, maire LR de Maisons Laffitte. Bonjour Jacques, comment ça va? Salut, fraternité. Voilà, vous êtes en forme. Michel Taube également avec nous, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort qui va être là dans quelques secondes. Alex Darmon, bonjour. Journaliste politique, youtubeur, chaîne Les Indécis. Bonjour Alex. Bonjour. Tout va bien? Tout va très bien, merci. Bon, et puis Fanta Berreté également avec nous, députée Renaissance de Paris. Bonjour Fanta. Bonjour à tous. Ça va bien? Très bien. Bon, on est ravis de vous avoir en tout cas. Jacques, puisque vous êtes en forme, on va commencer avec votre coup de gueule sur vous, l'utopie et les illusions françaises sur le prétendu couple franco-allemand. Ben écoutez, absolument. Je vous renvoie à ce qui est un entretien commun de notre ami de Montebourg et Bernard Accoyer et l'ensemble des révélations qui viennent petit à petit sur le programme nucléaire. On voit combien la volonté de l'Allemagne a été de casser EDF, hein, et j'emploie des mots forts. Et on vient d'apprendre, comme par hasard, que notamment le projet de futur charcot franco-allemand a aussi du plomb dans l'aile. Et donc, on voit très bien que quand les Français pensent couple franco-allemand, eh bien, c'est une illusion fondamentale. Et bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des amis en Allemagne. Moi, personnellement, je connais pas mal d'Allemands et nous avons des liens personnels qu'il faut maintenir. Mais il faut regarder la réalité en face. La politique allemande n'est pas la nôtre. Et lorsqu'on parle de couple franco-allemand, on est dans l'utopie, l'illusion. Je rappelle que c'est l'actuel chancelier, Olaf Scholz, qui a dit et qui a mouché le président de la République à Aix-la-Chapelle, lorsque le président de la République a dit il faut sortir des tabous, et le chancelier, qui était à l'époque le vice-chancelier chargé des affaires internationales, ministère des Affaires étrangères, elle lui a répondu du tac au tac, tu veux sortir des tabous, qu'à cela ne tienne. Abandonne ton siège de permanent aux Nations Unies et donne-le à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Allemagne. Donc il faut arrêter de rêver. L'Allemagne a des intérêts, nous avons des intérêts et ils ne sont pas identiques, ce qui ne signifie pas, bien évidemment, qu'il s'agit d'être hostile, mais il faut regarder la réalité en face. Et je regrette que le président de la République, qui est, je dirais, totalement conquis par cette idée d'utopie européenne, eh bien, ne regarde pas les réalités en face. Mais est-ce qu'on a le choix, Jacques? Est-ce qu'on a le choix? Il faut qu'on fasse un couple forcé quand même, non? Mais non, mais ça, c'est des illusions. Et ça, quand j'entends ça, je suis révolté. Bien sûr que nous avons le choix. Bien sûr que je suis contente, au moins je vous révolte, c'est bien. Mais non, mais bien sûr que nous avons la capacité à mener une politique indépendante et ne pas coller ni aux Allemands, ni aux Américains, ni aux Polonais. Il y a un moment, il faut regarder le monde tel qu'il est. Vous savez, il y a Michelet qui disait au siècle dernier que si d'aventure les Français regardaient par-dessus leurs frontières, ils s'apercevraient bien vite qu'ils n'ont qu'un seul allié, la France. Et donc, c'est la même chose aujourd'hui. Et c'est une illusion que de courir derrière. Vous savez comment ça se passe? Chaque fois qu'on fait quelque chose, on dit on va regarder ce que fait l'Allemagne. Merde à la fin, ça suffit. Michel Taube, là, je sens que vous avez envie de réagir. Alors d'abord, je m'excuse pour le retard. Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai un problème avec Jacques Millard, c'est que je salue également, bien entendu, c'est que moi, je suis alsacien. Ah ben moi aussi. Et j'ai grandi sous le double parrainage franco-allemand et surtout celui des institutions européennes. Non, trêve de plaisanterie. Je pense que Jacques a un prisme anti-couple franco-allemand qui à mon avis, est parfois pertinent, mais souvent, mon cher Jacques, honnêtement, le couple franco-allemand n'est plus le seul moteur de l'Union européenne, n'est plus le seul moteur de notre politique internationale. Évidemment, sans doute.
Mais il compte toujours. Alors après, effectivement, il n'y a pas que l'Allemagne. Mais je vais te dire, si on regarde vers d'autres pays, on va regarder vers quel pays? Vers les Pays-Baltes, on va regarder vers l'Italie, on va regarder vers l'Espagne sociale. Je veux dire, c'est pas ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je dois dire, c'est que on a tendance à taper sur l'Allemagne lorsqu'on a nous-mêmes nos propres faiblesses. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas reprocher à notre partenaire allemand d'être bon au niveau des affaires, du commerce, etc. Je veux dire, à nous aussi d'être bon et d'être efficace. Mais après, il y a un couple franco-allemand qu'il faut saluer, qu'il faut chérir et qu'il faut renforcer. Bon, on va faire une heure dessus. Je voudrais intervenir parce que c'est grave ce que vient de dire Michel, qui est un ami par ailleurs, avec lequel je m'entends sur de multiples problèmes. Premièrement, l'affaire européenne, ce n'est pas quelque chose exclusif avec l'Allemagne. Nous avons des intérêts avec l'Italie, nous avons des intérêts avec l'Espagne, notamment en Méditerranée. Ça n'a rien à voir avec les Allemands. Je rappelle que les Allemands, ils ont cassé EDF. Il faut le savoir. Et donc, croire. Mais non, c'est nous qui avons cassé EDF. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Relis ce que dit Montebourg, qui n'est pas de ma compétence politique, de mon obédience politique. C'est tout à fait exact. Arrête de rêver. Il n'y a pas de couple franco-allemand. Et avoir un couple franco-allemand, c'est mépriser les autres. C'est une faute politique au regard de l'Europe elle-même. Donc ça veut dire que l'Union européenne est une utopie, si voilà, il y a des élections européennes. Par certains côtés, oui. Je sais pas si par certains côtés. Mais nous avons besoin de coopération européenne. Demain soir, il y a France-Allemagne en football. Demain soir, il y a France-Allemagne en football. Demain soir, je crois que c'est à Dortmund. Peut-être que ça pourra adoucir le discours de Jacques. Mais simplement, c'est un peu radical quand même comme discours, Jacques. Moi, j'entends, effectivement, je trouve que d'abord, le couple franco-allemand, il est beaucoup moins fort qu'il y a plusieurs années. Ça, c'est évident. Et on voit la politique d'Emmanuel Macron. On voit les relations. Non, mais on peut pas dire il a jamais existé. Premièrement, ça c'est votre avis, mais c'est pas le mien en tout cas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, dire que ça sert à rien, surtout dans les temps actuels, dire que ça sert à rien d'avoir une Europe, d'avoir un couple, même s'il est pas très fort, franco-allemand, qui échange et qui discute, pour moi c'est du suicide. Franchement, je vous le dis. Je pense parce que quand vous voyez ce qui se passe en Europe aujourd'hui, en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, dire qu'il n'y a pas de couple franco-allemand, qu'il n'y a pas d'échange entre les Allemands et les Français, et qu'ils ne servent à rien, attendez 2 secondes, je finis Jacques, on vous a écouté, et qu'ils ne servent à rien, je dis juste simplement pour moi que c'est un peu du suicide. Après, chacun son avis, et bien évidemment, moi je suis d'accord avec vous sur un point, c'est qu'il est moins fort qu'avant. Michel veut encore parler. J'ai une solution pour nous réconcilier, Jacques. Moi, je suis pour un nouveau traité de l'Union européenne, le traité de Maison Lafitte. Qu'on pourra signer dans la mairie de chez Jacques, une très belle commune d'ailleurs, et refonder l'Europe. Mais le couple franco-allemand, il tiendra sa place haut et fort avec d'autres partenaires, évidemment. Il faut une Union européenne des États et des nations, pas de l'intégrisme européen. Aujourd'hui, nous sommes dans l'intégrisme. Merci Jacques. Fanta, on va vous laisser la parole aussi. Fanta Berete, députée Renaissance de Paris. Et vous, c'est pour un coup de cœur, ça va être plus doux quand même, pour la solidarité. Justement, on va retrouver tout à l'heure, messieurs, évidemment. Coup de cœur pour la solidarité des diasporas et de la communauté internationale pour le Maroc. Oui, tout à fait. Donc depuis vendredi, je pense que nous vivons au rythme des informations qui arrivent en direction du Maroc. Et moi, ce qui me touche depuis samedi matin, c'est effectivement d'une part la solidarité nationale qui se met en place à l'aide des diasporas, d'un certain nombre aussi de personnalités qui ont pris la parole et qui mettent tout en œuvre pour que nous puissions effectivement aider le Maroc de manière efficace, mais également donc le rôle effectivement des diasporas qui est important. Ici, nous avons beaucoup de Marocains. Nous avons été tous sollicités pour des cagnottes, pour les récoltes matérielles. Je trouve que véritablement là où parfois on a l'impression que nous sommes les uns contre les autres, effectivement, il nous faut ce type d'événement pour se dire que nous devons ne faire qu'un. Et je tenais véritablement à saluer cette mobilisation,
de toutes et de tous, également d'un certain nombre de chaînes médias aussi qui relaient un certain nombre d'éléments d'association. Et je pense qu'il y a un temps qui est long parce que nous le voyons dans les images. Effectivement, il y a beaucoup de besoins, sans nul doute, mais il faut le temps effectivement de faire l'audit, de savoir effectivement donc de quoi nous avons besoin pour acheminer dans le meilleur délai toute l'aide, qu'elle soit matérielle, technique et surtout financière, parce que le Maroc aura besoin de beaucoup d'argent pour reconstruire et pour continuer. Donc aussi, parce que j'étais à la fête du trône au mois d'août, là-dessus, ils avaient avancé sur tout un tas économiquement, sur tout un tas de sujets. Je pense qu'ils ne doivent pas prendre de retard. C'est malheureux, mais nous devons être là en appui. Et on reviendra évidemment, Michel Taube, je vois que vous voulez réagir. Vous pouvez le faire en quelques secondes, mais on reviendra tout à l'heure sur cette question diplomatique du Maroc, évidemment, qui refuse, entre guillemets, en tout cas qui n'a pas répondu pour l'instant. Il faut être aux côtés de nos amis marocains qui connaissent, certains parlent du tremblement du siècle, tremblement de terre du siècle au Maghreb, donc il faut les soutenir et les Français le font très fortement. En tout cas, on va y revenir justement sur cette question diplomatique qui fait beaucoup parler. On se retrouve dans quelques instants pour mettez-vous d'accord avec vos coups de gueule, vos coups de cœur évidemment, vous chers auditeurs. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord et on se retrouve en direct sur Sud Radio avec nos invités sur ce plateau. Jacques Millard, maire LR de Maison Lafitte, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur de la chaîne Les Indécis, et puis Fanta Berreté, député Renaissance de Paris. On est ravis d'être avec vous. Michel, votre coup de gueule aujourd'hui, il manque au moins un prof dans près de la moitié des collèges et lycées. C'est une enquête SNES-FSU, n'est-ce pas ? Oui, alors mon coup de gueule, en fait, il est un peu adressé à Gabriel Attal, dont par ailleurs je salue l'audace et le parcours que je trouve vraiment très très intéressant. Mais en fait, finalement, c'est pas de sa faute. En fait, il a peut-être commis un péché d'orgueil ou un péché d'excès d'enthousiasme à avoir été nommé au ministère de l'Éducation nationale. Mais dès sa nomination, il a fait des annonces un peu tonitruantes. Il a dit que sur le harcèlement scolaire, il ne laisserait rien passer, qu'il serait extrêmement présent et que, évidemment, à la rentrée scolaire, il y aurait un professeur en face de chaque classe. C'est ce qu'avait promis Emmanuel Macron. Oui, d'ailleurs ils sont deux effectivement à avoir commis cet excès mais bon, Emmanuel Macron est lui-même somme toute très jeune pour un président de la République. Et donc en fait, voilà, le premier résultat concret, l'une des principales forces syndicales qui dit que ça n'est pas vrai, qu'il manque des profs, au moins un prof dans 48% des établissements scolaires. Il manque notamment beaucoup de profs de mathématiques. Ouais. Il y a des académies qui sont touchées, notamment l'académie de Créteil, c'est-à-dire des académies dans lesquelles il y a des problèmes de politique de la ville et de violence urbaine, j'ai envie de dire par voie de conséquence. Et donc c'est fort dommage. Mais en fait, c'est pas de la faute de Gabriel Attal. On peut lui reprocher d'avoir été trop vite en besogne, mais le problème c'est qu'il a à gérer un mammouth. Oui, faudra peut-être le mammouth. Je crois que l'éducation nationale, c'est la deuxième administration la plus grosse au monde. C'est ingérable. Un de ses prédécesseurs, j'ai un trou de mémoire, qui était un ancien scientifique, excusez-moi, ça va me revenir. Claude Allègre. Claude Allègre, merci à vous, qui avait dit il faut dégrossir le mammouth. Et oui, il faut dégrossir le mammouth. Donc moi je dis, c'est pas à l'éducation nationale qui est trop hiérarchique d'être capable. Ils ont changé le système, je crois, de recrutement et d'affectation des profs. Ça ne marche pas. C'est trop compliqué, c'est trop lourd. Donc, moi, j'aimerais profiter d'être à la table de Jacques Millard, qui est maire d'une commune. Est-ce que ce serait pas plutôt au maire de gérer les recrutements d'enseignants? Les mairies sont compétentes pour les crèches et pour les écoles élémentaires, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Est-ce qu'on pourrait pas confier à ces collectivités locales qui connaissent leur population, qui savent où il y a des profs et quand ils n'ont pas diplômé, ils ont d'autres compétences
compétences pour pouvoir le faire, pour pouvoir les recruter et les remplacer en 48 heures, en 24 heures, parce que eux, ils sont proches du terrain. Ce serait tellement plus pratique. Laissons à l'éducation nationale la définition des programmes scolaires pour être sûr que tout le monde apprend la même chose, mais laissons aux collectivités locales gérer le quotidien et notamment là où l'État est souvent le plus faible, les ressources ou des humaines. Contractuels qui remplacent les profs titulaires. Profs. Moi, je pense qu'il faut décentraliser au maximum tout ce qui est de l'ordre des DRH, des ressources humaines et de la technique. On l'avait vu sur le Covid également, où les régions ont véritablement sauvé le système parce que l'État a été complètement bloqué. Et ben là, c'est pareil sur les recrutements, qui est tellement important. Laissons les établissements scolaires. Je dis même pas, voyez, les directeurs d'école. Je parle des directeurs d'école en lien avec les collectivités locales. Et là, ce serait super efficace. On va laisser répondre la députée Renaissance de Paris qui a peut-être quelque chose à vous répondre. Fanta Berete, qu'est-ce que vous en pensez, ce coup de gueule de Michel Taube? Je trouve que c'est bien qu'on puisse parler de tout et nous sommes encore dans la rentrée. Moi, j'ai fait donc la rentrée dans 5 établissements, de la maternelle au lycée professionnel en passant par le collège. Donc, je pense que concernant Gabriel Attal, il était normal aussi qu'il puisse donc finalement donner aussi un cap et une vision claire de ce qu'il voulait mettre en œuvre. Il a été nommé en plein cœur de l'été, au mois de juillet. Donc, moi, j'ai entendu des proviseurs la semaine dernière me dire c'est la première fois que j'ai une visio de rentrée avec le ministre et que j'ai pu poser mes questions. On lui aurait reproché l'inverse. D'ailleurs, les Français ont plutôt bien reçu ces propositions. Concernant les remplacements, moi, je suis maman d'une jeune fille qui a 19 ans, donc en fait, je vous suis là-dessus. Et d'ailleurs, on a un chiffre qui tourne, qui est 15 millions d'heures perdues sur donc la question des absences. Des absences, il y a une crise des vocations. Elle n'est pas que dans l'enseignement, là aussi dans les entreprises, on a des gens qui le matin ne se présentent pas au bureau. Donc, concernant ces remplacements, il y a un dispositif qui a été mis en place, donc dispositif de remplacement à 69 € brut de l'heure pour les professeurs qui pourraient aller enseigner. Donc, j'ai envie de vous dire, ça fait 10 jours que nos enfants sont rentrés à l'école, effectivement. Donc, c'est parce qu'ils lancent également le pack enseignant, donc avec un certain nombre de mesures, j'ai envie de vous dire, plutôt financières d'ailleurs, parce que ça fait une dizaine d'années que les professeurs disaient nous n'avons pas d'augmentation, nous n'avons pas de moyens, etc. Avec un certain nombre de dispositifs concernant notamment aussi les prises en charge de transport. Donc il va falloir regarder très précisément au cours des 3, 4, et j'ai envie de vous dire peut-être se laisser même la fin de l'année pour voir pour pouvoir étudier véritablement les différents indicateurs et se dire comment nous pouvons être réactifs et intensifier l'action au niveau des recrutements. Concernant les mairies, là-dessus... c'est vrai qu'elles font bien le travail sur, vous avez parlé des crèches et sur les petits niveaux. Je pense que les chefs d'établissement, en tout cas moi je l'ai entendu la semaine dernière dans un lycée, ont aussi cette envie de pouvoir participer. Donc là je fais le relais du message d'un certain nombre de chefs d'établissement au recrutement en fait des équipes. Donc je pense que la réflexion est ouverte et que nous devons encore faire des propositions et aider le ministre. Donc dans son exercice. C'est aussi un problème d'attractivité du métier, pas forcément de qui recrute. Aujourd'hui qui a envie d'être prof, c'est vrai, voilà, c'est mal payé, c'est difficile. Enfin, je veux dire, ça peut être les mairies, ça peut être le président de la République, ou ça peut être les parents. Aujourd'hui, vous avez un problème de personnel dans l'éducation nationale. Il y a un problème d'attractivité sur ces métiers-là, et c'est clair. Moi, je l'ai vu sur tous les documentaires que j'ai tournés. Le Covid est passé par là aussi. Faut être honnête. Il y a eu une crise de vocation parce que vous avez eu l'impression, en tout cas pour ces professeurs, que leur métier pouvait être dématérialisé. C'est-à-dire que vous pouvez les faire à distance, et donc que le rapport humain, même si c'est en train de s'inverser aujourd'hui, le rapport humain n'était plus vraiment utile. Les profs, ils sont plus vraiment respectés aujourd'hui pour certains établissements dans certaines régions de France. Donc moi, j'ai envie de vous dire, peu importe qui choisit. Tant qu'on n'aura pas... Alors c'est ce qui est fait depuis quelques mois quand même, parce qu'on parle de Gabriel Attal, mais les salaires ont été revalorisés au mois d'avril dernier. Ça a été une annonce du président de la République. Au mois d'avril dernier, ils ont été revalorisés assez correctement. Effectivement, il y a ce pack enseignant dont vous parlez, et donc même ces heures supplémentaires qu'on va revaloriser. Donc ça va prendre du temps. Il a péché par orgueil sans doute, le ministre de l'Éducation nationale, mais très objectivement, quand vous regardez aujourd'hui la rentrée du gouvernement et de tous les ministres, et c'est pas que d'être pro-gouvernement que de dire ça, celui qui fait sa meilleure rentrée, c'est Gabriel Attal. Je veux dire, il a été balancé en plein milieu de l'été dans le premier budget de l'État ou deuxième budget de l'État, et il s'en sort plus que bien. Là, pour moi, sa seule erreur, c'est d'avoir autorisé les enfants à chanter les hymnes nationaux pendant la Coupe du Monde de rugby, parce que ça dépend du ministère de l'Éducation nationale. On va en parler tout à l'heure de cette cérémonie. Ça, c'est une vraie erreur symbolique, mais bon, bref, c'est pour la blague. Pour le reste, aujourd'hui, il avance
comme il peut, progressivement. Et c'est vrai que peut-être que d'annoncer, de dire qu'il y aurait un professeur dans chaque salle de classe. C'est un petit peu marketing. Ouais, c'était marketing, c'est surtout trop avant-gardiste à mon sens. Voilà. Jacques Millard, qu'est-ce que vous en pensez ? J'adore Michel Taube qui nous refile, je dirais, un peu un défi majeur. Parce que c'est pas aussi simple que ça que de vouloir recruter le personnel, surtout dans l'état actuel des choses. Il y a un problème de rémunération, il y a un problème également aussi de responsabilité. Non, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Attal s'est pris les pieds dans le tapis en voulant jouer les matadors. On sait très bien qu'il manque des profs. Heureusement, dans ma ville, lorsque je suis passé dans toutes les écoles et collèges de la ville, j'ai pu constater qu'il y avait effectivement les profs. Mais c'est quasiment une exception. On sait très bien qu'il manque, et moi je connais, je dirais, des jeunes professeurs qui ont été promus, balancés devant une classe après 3 jours de pédagogie accélérée. C'est pas sérieux. Donc on a un problème de fond. Il faut certainement pratiquer la subsidiarité, c'est-à-dire faire descendre d'un cran, et avoir une gestion beaucoup plus souple. Mais là, c'est un travail de fond qui va durer des années et il ne faut pas se tromper. Quand vous dites une gestion plus souple, c'est quoi? C'est comme en Allemagne, justement, vos amis allemands Non, il faut descendre ça au niveau régional, des académies, donner plus de pouvoir, effectivement, aux engagements. Et il y a un problème fondamental par ailleurs, qui est celui des rémunérations. C'est ça le problème. Et alors, je voudrais quand même dire une chose, c'est que les mauvais esprits qui vont calculer la rémunération de nos professeurs par rapport à la longueur des congés, eh bien, je peux vous dire qu'on a parfois des surprises. Parce qu'en Allemagne, ce sont les Länder qui, effectivement, gèrent toutes ces questions. Et les vacances sont beaucoup plus courtes. Il faut le savoir. Et ils enseignent 2 matières. Alors, nous, on a un problème, c'est que dès qu'on veut toucher, je veux dire, au rythme scolaire, etc., vous avez le tourisme qui se met en travers. Les enfants aussi. Mais Jacques, tu vas voir du côté allemand, là. Pas les enfants. Pas les vôtres, les miens, oui. Vous avez les stations balnéaires et les stations thermales qui disent « mais vous vous rendez pas compte, il faut qu'on ait des possibilités de recevoir tout ça ». Vous avez bien sûr les remontées mécaniques et j'en passe les meilleurs. Donc tout est dans tout et récipriquement. Donc c'est véritablement un défi majeur. Michel. Mais le problème des rémunérations est au cœur de toute la fonction publique, qu'elle soit nationale et aussi territoriale. Il y a un problème. Mais d'abord, je me félicite que Jacques aille voir du côté allemand de bons exemples. Oui, mais il travaille. Et le deuxième point, c'est que, encore une fois, Jacques ne m'a pas répondu, mais moi je verrais bien, encore une fois, un maire entouré des directeurs d'établissement de sa commune, avoir une vraie capacité d'action pour au plus vite remplacer des profs, assurer les recrutements, assurer une relation. Mais en fait, c'est toute une conception de l'État français qui est en France très jacobine. Moi, j'ai une approche beaucoup plus décentralisée, mais honnêtement, je pense que l'avenir est de ce côté-là pour plein de raisons de fond. Oui, rapidement, juste terminer. J'ai envie de vous dire que Gabriel Attal a un plan avec un certain nombre de mesures. Je pense qu'encore une fois, on peut commenter pendant des heures, etc. L'important, ce sont les résultats. Je pense qu'on va avoir des marqueurs qui vont se stabiliser d'ici quelques semaines. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des évaluations et proposer des ajustements. Parce que la problématique aussi qu'on a dans certaines de nos politiques publiques, c'est de ne pas pousser des réajustements. Il a du pain sur la planche, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela étant, Attal a été très imprudent parce qu'il savait parfaitement, je dirais, la réalité du sujet qui n'est pas nouvelle. Et là, il a fait de la com. Merci en tout cas. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des débats. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
11h18, merci de nous rejoindre en direct avec Jacques Millard, maire LR de Maisons Laffitte, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur de la chaîne Les Indécis, et puis Fanta Berreté, député Renaissance de Paris. On poursuit nos débats, nos coups de gueule, nos coups de cœur avec vous, Alex. Un coup de gueule aujourd'hui sur la shrinkflation. Pardon. Shrinkflation, ouais. Je ne sais pas comment on le dit d'ailleurs. Shrinkflation, je pense. Vous avez vu mon accent anglais, il est pas mal. Oui. C'est plus un coup de cœur parce que c'est aujourd'hui que une enseigne, Carrefour en l'occurrence, mais d'autres le font, hein, je sais qu'il y en a d'autres qui le font, en tout cas va commencer cette pratique qui vise à lutter contre l'inflation, c'est-à-dire à informer ses clients que certaines marques, certaines enseignes, au lieu de baisser le prix, maintiennent leur prix, mais en tout cas réduisent les quantités dans les paquets achetés par les consommateurs. Donc c'est une sorte d'inflation parce que vous achetez la même chose, le même prix pour pas la même chose justement. Ça a été constaté notamment chez une marque de fast-food très connue où on voyait que les burgers avaient rétréci et là Carrefour a décidé d'informer par des petites étiquettes orange sur les produits qui pratiquaient la même chose. Alors ça veut pas dire que si vous constatez que votre produit que vous achetez habituellement, votre produit préféré, il y a moins de quantité, vous allez le payer le même prix. Ça veut pas dire que vous pourrez le payer moins cher ou que vous allez trouver une autre marque, mais en tout cas vous en serez informé et ça va surtout permettre aussi de dire et peut-être de montrer du doigt les enseignes qui pratiquent ce genre d'inflation, car ça reste de l'inflation, c'est-à-dire que si vous achetez par exemple un paquet de céréales, ce qui est mon cas, vous achetez un paquet de céréales depuis des années, il coûte un prix, et il va coûter le même prix, sauf que vous aurez moins de céréales et donc forcément le paquet sera terminé plus vite et c'est un peu dégueulasse. Donc c'est assez intéressant de voir que certaines enseignes de centres commerciaux vont faire cela et a priori le ministre de l'économie Bruno Le Maire veut s'en saisir pour essayer de pousser cette pratique assez loin. Michel Taube. Monsieur Darmon, cher ami, c'est une escroquerie. Vous a soufflé le... C'est une escroquerie de baisser les quantités de cette manière et de faire croire que c'est la même chose. C'est une escroquerie. Alors que Carrefour les pointe du doigt, mais c'est à la justice d'agir. Complètement. Mais au moins quelqu'un fait quelque chose et ça bouge. Moi je trouve ça bien, vous avez raison, c'est une arnaque complète. Non, franchement, le comportement des industriels, mais aussi des distributeurs, honnêtement, vous avez cité Carrefour, on pourrait en citer d'autres, ils essayent tous de nous faire croire qu'ils font des efforts contre l'inflation. La réalité, c'est que l'inflation, elle est massive et elle est notamment beaucoup plus importante que les chiffres officiels diffusés par l'INSEE, puisqu'on a une députée à côté de nous. Moi, je serais demandeur d'une mission d'enquête parlementaire sur comment calculer l'inflation. On nous parle de 5,4% depuis un an, mais c'est de la rigolade. On en est à plus 10, plus 15, plus 20. Enfin, c'est ça la réalité que tout le monde connaît tous les jours. Après, pour revenir sur ce phénomène que je suis incapable de dire, parce que c'est une... Shrinkflation. On a des critiques, essayer de parler français, mais en fait, chers auditeurs, malheureusement, c'est le nom. Shrink, ça veut dire rétrécir en anglais. Ça veut dire qu'on rétrécit la quantité. Ça a été théorisé, mais j'ai bien essayé de le faire en français. Comme le dit fort justement Jacques Millard, c'est de l'escroquerie. C'est scandaleux. Et aux États-Unis, vous avez maintenant des procès. Et alors, des procès collectifs, comment on appelle ça, des procédures collectives dans le droit, collectives en droit de la consommation. On va pas parler anglais nouveau, mais c'est un nom en anglais, les class actions. Les class actions, les actions collectives en France, précisément. On peut le faire en France, mais c'est plus compliqué. Parce que justement, vous avez des Américains qui voient les pubs et qui voient que dans le paquet, c'est 30% de moins que ce qui est annoncé sur les pubs. Et vous avez des centaines de procès. Et là, ce qui se joue, c'est des millions de dollars de condamnation. Peut-être qu'il faudrait faire la même chose en France. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des actions collectives. Il y a certainement des avocats en droit de consommation qui pourraient le faire. Et là, peut-être qu'ils reculeront. Fanta Berreté, pardon. Merci pour ce coup de cœur sur l'action, parce qu'effectivement c'est un vrai problème. Ça concerne les produits de consommation alimentaire, mais moi je l'ai remarqué d'ailleurs sur les produits de beauté, un certain nombre de tubes, donc je ne vais pas citer de marque, qui effectivement en ont profité pour mettre moins de produits dans des petits contenants, en nous disant qu'il y avait un côté écologique et moins de plastique. Donc je pense que ça suffit. L'important c'est qu'on puisse s'en saisir tous ensemble. Je pense qu'il y a des sujets effectivement qui peuvent aussi tous nous rassembler. Et là on parle en fait du portefeuille des Français, donc
Donc c'est important. Je tiens à souligner que la ministre en charge des PME, du tourisme, etc., Olivia Grégoire, donc avait fait déjà un appel au service il y a quelques mois, de mémoire à environ 6 mois, pour qu'il y ait des contrôles qui soient faits dans un certain nombre d'enseignes. Je trouve que effectivement on va un niveau plus loin là avec Carrefour. Je crois que Leclerc aussi a annoncé faire quelque chose. Et donc on ne peut pas les obliger, mais je pense que comme pour un certain nombre de paniers qui avaient été faits, le fait de communiquer dessus va faire en sorte aussi que certains soient plus vigilants et ne nous prennent pas, pour ainsi dire, pour des idiots, si je Bruno Le Maire a commencé ce fameux, pardonnez-moi, encore de l'anglais name shame. Exactement, et le name shame, c'est vrai que moi je suis plutôt à titre individuel assez partisante, parce que je trouve que dans cette société où la communication est finalement ce qui permet parfois à un certain nombre de Français de se faire un avis, nous devons aller jusqu'au bout, et quand les gens ne sont pas au rendez-vous, nous devons dénoncer. Et donc moi je salue cette initiative et j'espère que d'autres vont s'en saisir pour faire en sorte que les Français puissent consommer correctement, en tout cas à la hauteur de leur prévision de budget. Jacques Millard, c'est une bonne chose de dénoncer les marques qui jouent pas le jeu? Écoutez, on est jusqu'à nouvel ordre encore dans un pays où on peut avoir la liberté de dire ce qu'on pense, non? Et donc, à mon avis, montrer du doigt. Alors, il faut toujours se méfier. Vous savez, il y a un proverbe anglo-saxon qui dit que quand vous montrez du doigt quelqu'un ou quelque chose, vous avez 3 doigts qui vous regardent en retour. Mais cela étant, il est évident qu'il faut agir et que les Français n'ont pas à se laisser faire. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Michel sur les questions d'inflation et notamment de l'appréciation, de la valorisation de l'inflation. Du côté de l'INSEE, on n'est pas à 4,5 pour les produits alimentaires. On dépasse les 12-13. Donc, on a les évaluations de l'inflation du panier de la ménagère. Mais si, Michel. Oui, mais je pense qu'on est au-dessus depuis un an. Je pense qu'il n'y a pas de trafic, excusez-moi, mais de trafic de chiffres. C'est-à-dire que parfois, on revient sur certains indicateurs en disant la méthode de calcul, mais parce que le chiffre ne nous parle pas. Au kilo, j'ai envie de vous dire, la bonne ménagère regarde au kilo. Et puis ensuite, effectivement, là, je suis complètement d'accord. On est bien au-dessus sur l'INSEE à 12, voire même 14% sur un certain nombre de produits. Donc la méthode de calcul est la même. On a un ressenti qui peut être différent en magasin parce qu'effectivement, effectivement, on passe d'un magasin à un autre. Là où on va trouver des pâtes moins chères au kilo, et bien du coup on va trouver tel article plus cher, donc il y a aussi ça. Donc est-ce qu'il faut prendre sa voiture pour aller faire plusieurs magasins pour pouvoir bénéficier du moins d'augmentation de prix? C'est une question que certains se posent d'ailleurs. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants et on va évoquer d'autres thèmes dans l'actu du jour et vous faire réagir dessus, chers invités. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Quasiment 11h30 en direct sur Sud Radio, la suite de Mettez-vous d'accord avec les grands thèmes du jour et notamment l'un qui fait beaucoup parler, pourquoi le Maroc refuse l'aide de la France. Michel Taube, vous avez consacré un édito à ce sujet. Oui, effectivement, dans mon journal. En fait, si vous voulez, il y a un drame, il y a une tragédie et comme Madame la députée le rappelait tout à l'heure, il faut être aux côtés de nos amis marocains, mais la réalité c'est que entre les États, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, le fait de faire appel à l'aide internationale, c'est toujours une décision très politique. On se rappelle que lorsqu'il y avait eu en début d'année un séisme en Turquie et en Syrie avec plus de 50 000 morts à quelques semaines de l'élection présidentielle, Erdogan, il avait hésité à faire appel à l'aide internationale. Finalement, il l'avait fait, mais il a été très critiqué. Donc, c'est toujours un sujet très sensible. Et en fait, le Maroc, le roi du Maroc, qui aime beaucoup la France, qui est très francophile, qui est très évidemment était en France manifestement le jour du séisme, selon nos confrères du Parisien. Pourquoi pas, certainement, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que le Maroc, manifestement, décide d'accepter l'aide internationale des pays qui lui sont politiquement les plus proches et qui lui ont montré, j'ai envie de dire, une forme de partenariat et de soutien sur les questions essentielles pour le Maroc. Et pourquoi a-t-il tout de suite permis à l'Espagne d'envoyer de l'aide et pas à la France? C'est pour une raison très simple. C'est qu'il y a 2 ans, l'Espagne a décidé de soutenir la position marocaine sur la question du Sahara, qui est la question majeure pour les Marocains. Et la France n'a pas fait le même pas. Israël l'a fait, les États-Unis l'ont fait, sous Donald Trump, mais Joe Biden n'est pas revenu dessus. Et la France ne l'a pas fait. Et donc, en fait, j'ai envie de dire, Mohamed VI fait un peu payer le prix politique
du fait que la France soit restée sur une position mi-chèvre, mi-raisin, et premier élément. Et deuxième élément, quand même, il faut le dire, Emmanuel Macron, pour des raisons que je ne comprends pas, ça n'est pas dans l'intérêt de la France, a choisi à jouer la carte de l'Algérie de façon totalement excessive, alors qu'il aurait au moins pu avoir un équilibre entre le Maroc et l'Algérie. Il y a un conflit très fort entre l'Algérie. C'est pas l'amour fou non plus avec l'Algérie, quand même, en ce moment. Dire, Michel, je suis désolé, il y a des hauts et des bas, mais il s'est rendu, il a passé 3 jours en Algérie. Moi je pense qu'il a manifesté trop de proximité à l'Algérie. Et la dernière visite d'Emmanuel Macron au Maroc, c'est en 2019, c'est il y a 4 ans. En Algérie, c'était l'année dernière, 3 jours sur place. Rarement un chef d'État s'est déplacé 3 jours pleins dans un pays. Il n'avait pas été avant en Algérie, à part pour sa campagne en 2017. Non, mais je pense qu'il a fait preuve d'un manque d'équilibre, et c'est un peu tout ça qu'on paye aujourd'hui. Après, heureusement, les Français sont très présents en tant que société civile, mais au niveau des États, il y a malheureusement, non pas un règlement de compte politique, mais une situation tendue. Que le Maroc a accepté pour le moment l'aide de l'Espagne, du Qatar, des Émirats Arabes Unis et du Royaume-Uni. Ça fait pas lourd parce que d'autres ont proposé. Fanta Berete, votre regard? Écoutez, il y a donc ces 4-là, et puis il y a surtout la 60aine de pays qui ont annoncé vouloir aider le Maroc. Et je pense que, moi je comprends la ligne officielle aussi, qui est de dire on cherche déjà les rescapés et les morts, et ça il faut qu'on soit très bien coordonnés. Trop de monde sur place, c'est pas non plus ce qu'il faut. Et ensuite il y a tout le reste, c'est-à-dire qu'au vu des images, je pense que le Maroc a aussi le droit de faire son audit et de dire de quoi il a besoin, et de revenir vers un certain nombre de pays, dont éventuellement la France. Il y a une forme d'urgence dans les premières heures. Il y a une forme d'urgence, et on a beaucoup entendu parler des 2 précédents tremblements de terre, et aussi du fait que sur certains des sites, tout le monde était arrivé en même temps et qu'on avait du mal à réguler l'aide en fait sur place. Le Maroc fait le choix, peut-être aussi en commençant effectivement par ceux qu'il considère être ses alliés, mais la France elle sera présente dès que le monarque se sera exprimé. Et en attendant, nos compatriotes font le nécessaire, encore une fois, pour relayer un certain nombre de cagnottes et l'aide matérielle. Et je pense qu'il faut rester là-dedans. On n'a pas besoin de bruit. En fait, moi, c'est ce que je regrette, le bruit autour de toutes ces affaires. Je pense qu'il y a un temps politique. Le roi donc est à même de prendre ses décisions. Et je suis certaine que le moment venu, puisque un certain nombre d'élus l'ont mentionné, il va y avoir des travaux conséquents d'assainissement de l'eau, où on va avoir besoin d'ingénieurs en plus, etc. Et puis surtout, le Maroc n'est pas un pays où il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on a vu les images, c'est-à-dire que sur le matériel de sauvetage, sur un certain nombre aussi de pelleteuses, etc., ils ont leurs équipements. Donc aussi, c'est montrer qu'ils sont là, qu'ils sont en capacité d'interagir, d'envoyer leurs propres hommes sur place. Et ensuite viendra le temps, je pense, de la prévision concernant les travaux à faire. En tout cas, Paris débloque 5 millions et la ministre des Affaires étrangères est sur votre ligne à peine à ne pas créer de mauvaises polémiques. Ça vous choque, vous, Alex? Moi, franchement, je veux dire, ce qui me choque, en fait, c'est qu'il y a des corps qui sont encore chauds, et qu'on est déjà en train de dire, mais pourquoi le Maroc n'a pas accepté l'aide de la France? La France a proposé son aide, comme d'autres alliés. On parlait d'Israël tout à l'heure, qui a signé les accords de paix, il doit même y avoir une visite, je crois, historique du ministre des Affaires étrangères israélien au Maroc, a proposé son aide aussi Israël, ça a été refusé. Bon, le temps des polémiques, il viendra après. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse sauver le maximum de vies possibles. Non, mais justement, je pense que les gens pensent à sauver des vies et sont choqués par ces images. C'est pas pour polémiquer. Non, mais bien sûr. Je comprends qu'ils soient choqués par ces images, mais le Maroc est un État souverain. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, si le Maroc ne veut pas accepter l'aide de certains pays pour X ou Y raison, je suis pas là pour juger. Le Maroc fait ce qu'il veut. Je pense que ils ont assez de problèmes. Non, mais ils ont assez de problèmes sur place. Je pense que c'est assez compliqué pour eux aujourd'hui à gérer un séisme aussi fort avec autant de morts. Je pense que s'ils n'acceptent pas l'aide, c'est pas une question d'orgueil aujourd'hui. C'est juste une question, à mon avis, mais je suis pas politique, je ne
suis pas ministre des Affaires étrangères français, je ne suis pas roi du Maroc encore. Ce que je veux dire par là, c'est que pas encore. Non, mais non, c'est pas du tout un appel à la candidature. Ce que je veux dire par là, c'est que ils font ce qu'ils peuvent, comme ils le veulent, ils s'organisent comme ils le veulent. Je pense que le problème aujourd'hui majeur, c'est l'eau. Et puis vous savez, il n'y a pas que le politique. Moi, quand je vois aujourd'hui les Français se mobiliser, hier sur TF1, les personnalités, les célébrités, Arthur, Jamel, toutes ces personnalités-là qui prennent le problème à bras le corps en disant il faut qu'on les aide et il faut qu'on se mobilise, ça passe aussi par là l'aide de la France. Et félicitons-nous de ça plutôt que de dire ouais, il y a un problème politique, il y a une polémique et il y a des problèmes diplomatiques. On verra ça après, très honnêtement. En tout cas, c'est France 2 ce soir qui. Ah, Jacques, vous vouliez... Oui, allez-y. Non, je ne vous avais pas oublié, mon cher Jacques, mais comme il y avait d'autres thèmes, mais allez-y. Vous n'allez pas pouvoir m'oublier. Oh, ça, je sais bien. Alors, je voulais vous dire une chose. La France s'est tenue sur l'affaire du Sud-Ouest africain sur la base des résolutions des Nations Unies. Et c'est vrai qu'il y a des États qui ont décidé de faire évoluer ces choses. C'est d'abord les États-Unis, est arrivé ensuite Israël. Mais c'est pas sans, je dirais, difficulté, parce qu'il y a toujours une rébellion armée dans le Sud-Ouest africain et contre le Maroc. Moi, je vais vous dire, les choses vont peut-être évoluer. Il y a un moment, peut-être qu'on va trancher. Mais c'est vrai qu'avec l'Algérie, où la frontière est toujours fermée entre l'Algérie et le Maroc, ça risque de tourner au vinaigre. Deuxièmement, ce qui est certain, c'est que je crois que, comme ça a été dit, le Maroc est un État souverain. S'il pense qu'il peut se débrouiller, dont acte, mais qu'il faut faire attention, parce que je ne suis pas certain que le roi ne va pas avoir des difficultés, parce que la population africaine, il y a des relations transnationales, et je peux vous dire, je doute fort que le roi est capable de maîtriser son opinion publique, et il peut avoir des retours de bâton. Donc, il prend aussi un risque, le roi du Maroc. Il prend un risque, Michel, ne tape pas du nez. Je suis désolé. Et on l'a vu déjà dans un certain nombre de... oui, comme en Turquie d'ailleurs. Mais bon, oui, quand même, gagner l'élection derrière. Non, mais je rappelle que le roi était en France quand ça s'est arrivé. Oui. Hein? N'oubliez jamais ça. Et qu'il est dans son château. Alors, tant mieux, c'est pour nous les Français. Dont acte. Mais je veux dire par là... Je suis d'accord. Il peut y avoir, comme ça s'est déjà passé... Les Marocains lui reprocheraient d'avoir été en France, c'est ça? Donc, il faut laisser les choses se faire. Je me félicite qu'un certain nombre d'associations françaises et de Français se mobilisent pour aider les Marocains et très souvent des Franco-Marocains, que dans notre histoire, ils ont concouru, je dirais, à l'indépendance de la France et à ses forces armées. Et donc, en conséquence, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui calmer le jeu, mais c'est pas sans risque pour les uns et les autres. Oui, alors, moi, je voudrais quand même apporter une précision. Vous citez Erdogan, etc. Il y a une chose que beaucoup de Français ne comprennent pas, c'est que les Marocains, dans leur immense majorité, aiment leur roi. Ils sont attachés à leur roi. Ah oui. Le jour, parce que notamment toute la gauche française est plutôt contre le Maroc, parce que c'est une monarchie quasiment de droit divin. Mohamed VI est le commandeur des croyants et descendant en ligne directe du prophète. Donc, tant qu'on ne comprendra pas en France que le roi du Maroc est aimé des Marocains comme véritablement un père, c'est comme ça, c'est une réalité. Les seuls qui sont contre le roi du Maroc, c'est l'extrême gauche et les islamistes. Mais ils sont heureusement, ils sont archi minoritaires. Mais là, certains islamistes parmi les plus durs. Mais sinon, encore une fois, je pense que ce qui se passe, par exemple, pendant 48 heures, 72 heures, certains ont dit, mais le roi du Maroc ne s'est pas exprimé, n'a pas pris la parole. Mais c'est pas comme ça que ça marche au Maroc. Parce que c'est quasiment une monarchie de droit divin. Donc je sens que tu as un faible pour les monarchies de droit divin. Non, pas du tout. J'explique comment ça fonctionne au Maroc. Et donc, si vous voulez, le roi du Maroc, il est aimé par les Marocains. Et ce qui se passe au Maroc aujourd'hui, c'est finalement, il y a une mobilisation générale à l'appel du roi et de l'ensemble du peuple marocain, et de ce côté-là, j'ai pas d'inquiétude pour eux. Alex Darmon. Il s'est pas encore exprimé. Il va s'exprimer dans les heures qui viennent, puisqu'il est attendu à Marrakech justement auprès
auprès des victimes. Et surtout, vous savez, aujourd'hui avec Twitter, on a l'impression qu'il faut parler tout de suite. Bah oui, et puis alors il y a peut-être d'autres urgences là que. Il y a d'autres urgences. Peut-être qu'il faut parler aussi quand on a des choses à dire, des choses à annoncer, qu'on a justement rassemblé les aides qu'on a envie de voir sur son territoire parce qu'il y a une stratégie qui est mise en place. Moi, je trouve ça plutôt bien, on verra ce qu'il dira, j'en sais rien, je sais pas, mais je trouve ça plutôt bien et intéressant de se dire qu'il va parler peut-être cet après-midi ou demain ou après-demain, j'en sais rien, mais qu'il va annoncer des choses concrètes, que sa parole va être attendue et surtout qu'on va pas avoir des paroles à répétition pour ne rien dire. Mais les Marocains étaient devant la télé, ils ont d'autres chats à fouetter. En France, en cas de catastrophe naturelle, le chef de l'État s'exprimerait quand même rapidement. Oui. On n'imagine pas qu'il reste silencieux 3 jours. Bien sûr. Mais dans la monarchie marocaine, chérifienne, c'est autrement, ça fonctionne autrement. Le roi a une dimension quasiment divine pour les Marocains. C'est une réalité. Et donc, qui s'exprime en retard entre guillemets, c'est normal. C'est-à-dire le fonctionnement est différent. Et ça ne doit pas être un motif de dénonciation de son attitude, qu'il aurait un manque de sympathie. Au contraire, que les Marocains ont autre chose à faire et à penser en ce moment. Non, ils se sentent, à mon avis, très soutenus. Moi, j'ai beaucoup d'amis marocains. Le roi a pris plein de dispositions dès le premier jour, communiqué royal, réunion du cabinet royal le lendemain, de très nombreuses mesures ont été prises, les appels aux dons du sang, l'équipe de foot du Maroc que l'on a battu en demi-finale de la Coupe du Monde de foot a donné de leur sang, mais c'était à l'appel du roi, etc. Restez avec nous, mettez-vous d'accord dans quelques instants avec Emmanuel Macron qui s'est fait siffler au Stade de France à l'ouverture de la cérémonie donc de la Coupe du Monde de rugby, et Carl Olive qui veut prendre des lois d'exception. On va en débattre. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Stéphanie. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Stéphanie Demuru. 11h45, merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio avec nos invités. Mettez-vous d'accord, Jacques Millard, Michel Taube, Alex Darmon et Fanta Berrettez. On va parler d'Emmanuel Macron qui s'est fait donc siffler au Stade de France. Faut-il des lois d'exception pour interdire grèves et manifestations en marge de grands événements? C'est en tout cas ce que souhaiterait Carl Olive, le député de la majorité. Il a proposé donc cette loi après ces colibés et sifflets vendredi. Jacques Millard, vous êtes pour ou contre cette mesure? C'est une belle connerie. Ah, ben voilà, c'est clair. Et je pèse mes mots. Parce que franchement, je connais bien Carl Olive, puisque nous sommes voisins, on est copains. Sur le plan personnel, je lui veux pas de mal. Mais alors, sur le plan politique, pour faire une bévue pareille, il faut être fort. Il a dû se lever le matin, il a dû se raser plusieurs fois, j'en sais rien. Mais franchement, c'est une ânerie monumentale. Alors bien évidemment que non, il faut pas le faire. Parce que c'est vraiment, je dirais, instituer la dictature. Le président de la République s'est fait siffler. Oui, c'est vrai. C'est regrettable parce qu'effectivement, c'était un événement sportif mondial et que ça a été entendu. Mais c'est rien de nouveau. On sait très bien aujourd'hui que Macron n'est pas populaire et qu'il y a un rejet. Mais de là à dire il va falloir, je dirais, prendre des mesures radicales par une loi, alors là, bravo. C'est une faute monumentale. Fanta Berrettez, oui. Bon, merci pour ce retour franc. Carl Olive est la personne que j'ai juste en bas de mon strapontin à l'Assemblée nationale. Je pense que quand il y a ce type d'événement, en fait, chaque député, tout banc confondu, donne son avis, donc à la radio, dans les médias, etc. D'ici là, qu'il y ait une proposition de loi donc qui soit faite, je suis pas certaine. À titre personnel, je pense qu'on a suffisamment de textes pour pouvoir gérer. Que les Français, nous sommes des Français, nous avons l'habitude de nous exprimer, notamment en plus dans les stades. Donc un certain nombre de Français ont décidé de siffler. Moi, ce que je retiens, c'est que on nous a partagé des milliers de fois cette vidéo, mais qu'il y a d'autres vidéos où le président n'est pas sifflé, où il va au bout de son propos, où il parle véritablement des enjeux de ce sport, des supporters et de toute cette ambiance. Et donc là, effectivement, un certain nombre de personnes n'ont véritablement pas fait diffuser ces vidéos qu'on retrouve aisément sur Twitter. Je pense qu'on n'a pas véritablement besoin de légiférer. Chacun est libre, on peut s'exprimer. On est passé, on doit le dire, effectivement par une année difficile. Comme l'avait dit la Première ministre, effectivement dire qu'on va travailler 2 ans de plus, c'est pas évident. Donc ce n'est pas
passé pour un certain nombre de Français. Ils se sont exprimés. Le président a gardé le sourire, a continué son discours. Et l'idée là, c'est que tout se passe bien, parce qu'effectivement, c'est aussi notre vitrine, c'est l'image de la France. Écoutez, ça s'est passé ainsi, mais il y a plein d'autres matchs et je pense que la fête est de rigueur et que nous devons être plutôt fiers de pouvoir accueillir un tel événement dans notre pays. Heureusement qu'il ne parlera pas à tous les matchs, parce qu'à mon avis, il se ferait siffler à tous les matchs. Moi, j'ai un vrai problème. C'est un peu de l'hypocrisie, tout ça, parce que c'est une culture française, de toute façon, quand on regarde en arrière, de siffler les présidents de la République. C'est une mauvaise culture française, hein. Moi, j'aime pas ça. Mais quand vous regardez les anciens présidents de la République, alors Macron peut-être un petit peu plus que les autres, et encore, parce qu'à mon avis, on devrait compter sur François Hollande, le nombre de fois où il s'est fait siffler en déplacement, et lors de ses discours. Nicolas Sarkozy, pareil. Moi, je me rappelle de Nicolas Sarkozy à Bayonne, qui s'était fait siffler. Bon, là, c'est aux yeux du monde. C'est peut-être ce qui interroge. François Hollande, à mon avis, aux yeux du monde, le tour du monde. Aux yeux du monde, à mon avis, s'est fait siffler aussi beaucoup. C'est une culture française qui est bien dommageable, parce qu'effectivement, vendredi soir, vous avez quand même un événement planétaire qui est l'inauguration de la Coupe du Monde de rugby en France. Moi, qui adore le rugby, je me réjouissais. Alors, on va peut-être parler du spectacle et aussi du show, où tout le monde a trouvé plein de raisons à dire que c'était un mauvais spectacle, comme d'habitude. Mais j'ai envie de vous dire, pour conclure mon propos, est-ce que franchement, ça pouvait se passer autrement que comme ça? Est-ce que franchement, les Français n'allaient pas siffler Emmanuel Macron? C'est dommage. Moi, je pense que c'était attendu par le président de la République et par toute son équipe. Est-ce que franchement, on n'allait pas lire des critiques sur le spectacle le lendemain, qui était apparemment trop français? Je sais même pas ce que ça veut dire. Voilà. De ça. Est-ce que franchement, tout ce qu'on a vu, tous les papiers qu'on a lus, les sifflets d'Emmanuel Macron et tout ça, vous avez tous été étonnés? Moi, absolument pas. En tout cas, l'enjeu légiférer pas seulement sur les sifflets, mais sur les préavis de grève. Il y a aussi les préavis de grève. Juste une chose pour terminer, c'est que là, l'enjeu aujourd'hui pour Emmanuel Macron et pour le président de la République, c'est les Jeux Olympiques dans quelques mois. C'est-à-dire que ça, c'est encore plus important que la Coupe du Monde de rugby. Il a 8 à 10 mois pour inverser la tendance et pour faire en sorte, parce que là, ça serait vraiment mauvais genre, qu'on ne le siffle pas. Non, mais c'est surtout les grèves, il veut aussi légiférer. Alors, déjà, et avant même la cérémonie d'ouverture du 26 juillet ou 26 juillet prochain devant la Tour Eiffel, effectivement, ça ferait quand même mauvais genre que le chef de l'État soit sifflé par les Français. Mais bon, vous nous annoncez que ça va être le cas, puisque c'est une tradition bien française. Non, en revanche, Carl Olive, il y a une chose que moi je soutiens complètement, mais il est un peu hypocrite, Carl Olive. Comme vous, Madame la députée, vous êtes un petit peu hypocrite, parce que il y a quelques mois, il y a une loi qui a été votée, la loi pour les Jeux Olympiques, qui a permis de faire passer de très nombreuses dispositions, notamment en matière sécuritaire, avec des caméras de vidéosurveillance beaucoup plus pointues, avec des drones, etc. Et moi, j'aurais voulu qu'à l'occasion du vote de cette loi JO 2024, il y ait une interdiction des grèves. Au moment, oui, c'est pour ça que j'en parle. Au moment des plus forts, oui, mais Carl Olive est député. C'est pas aujourd'hui dans les médias qu'il aurait dû le dire. C'était au moment où la loi a été votée. Donc, effectivement, il y a eu des préavis de grève le week-end dernier à Marseille, dans la région PACA. Renaud Muselier l'a d'ailleurs dénoncé et vous avez vu à Marseille, il y a eu des problèmes dans les entrées de stade. Je rappelle qu'au Stade de France, lors de la finale de la Ligue des Champions en 2022, le point de départ des problèmes, ça a été une grève sauvage sur la ligne B du RER francilien, qui a été le point de démarrage des difficultés. Donc, je dis que je trouverais normal qu'on interdise des grèves dans des moments où vous avez des dizaines de milliers de personnes. Moi, je suis totalement pour. Et c'est conforme à la Constitution qui limite tous les droits, notamment le droit de grève. Michel, tous les deux aujourd'hui. Jacques, il est très gauchiste aujourd'hui. Ce qui s'est passé au Stade de France lorsque Darmanin a accusé les Anglais, c'est scandaleux, point barre. Qu'il y a une grève dont acte. La grève était scandaleuse. Je vais vous dire une chose. Je serais, si j'avais été je suis un adversaire déterminé à Emmanuel Macron, pour de multiples raisons. Si j'avais été dans le stade, je n'aurais pas sifflé, je tiens à le dire. Et ça, c'est une question de responsabilité personnelle. Mais aujourd'hui, la faute de Carl Olive, c'est qu'il en remet une couche et qu'il crée la polémique. Alors même, il dessert le gouvernement. C'est évident. Il dessert le gouvernement. Et donc, et je ne suis pas un suppôt du gouvernement actuel. Mais donc, c'est une faute d'opportunité. Mais il a un problème, notre ami Carl.
c'est qu'il faut qu'on parle de lui. Eh ben, il a réussi, mais pas en bien. Fanta Berete, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, mais moi, je redis encore une fois que quand, de toute manière, quoi qu'il se passe, les parlementaires, mais toutes les personnes qui participent aux discussions peuvent aussi émettre des idées. Donc, en fait, là, la majorité de gens actent réfléchissez à deux fois. En se disant que ce n'est pas une bonne idée. Je ne pense pas que ce texte sera déposé. Bien entendu, moi, je pense que j'espère que ça nous servira aussi quelque part de leçon pour qu'aussi les Français se rendent compte d'une manière générale de l'impact en fait de ce type d'image, qu'on soit d'accord. Moi je suis une grande optimiste. Il y a de la colère, je me suis exprimée là-dessus tout à l'heure, mais c'est vrai que vous parliez des Jeux Olympiques à venir, donc avec cette grande cérémonie d'ouverture, c'est l'image de la France, comme la cérémonie, qui est véhiculée, et je pense qu'on se dessert. On a besoin de nos touristes, on a besoin de faire véhiculer aussi des choses qui soient positives, et il y a un temps pour tout. Comment, vous, cette cérémonie? Alors, on a entendu naphtaline, France, ça c'est libération, racisme subliminal. Moi, je l'ai trouvée très belle. Moi, je l'ai trouvée très belle, cette cérémonie. Je savais pas que Jean Dujardin avait le talent d'être chef d'orchestre parce que c'est lui qui a conçu, je crois, cette cérémonie. Voilà, j'ai trouvé. Excusez-moi, j'aime pas employer des gros mots, quoi. Mais j'ai trouvé dégueulasse l'article de Libération sur la rance. C'est Libé. Oui, non, mais c'est extrêmement grave. On a quand même le droit d'être fier d'être français, d'être un peu franchouillard. Évidemment, il manquait peut-être un peu le côté innovation. Il y en a qui ont parlé de cérémonie d'extrême droite, quand même. Mais c'est n'importe quoi. La baguette française, c'est d'être d'extrême droite, d'être dans le romantisme, de danser, un homme, une femme qui se séduisent, c'est être d'extrême droite. Franchement, c'est absolument scandaleux. Non, l'article de Libération, cette polémique, c'est du wokisme, dans ce qu'il a de plus bête et méchant, j'ai envie de dire. Non, c'était une très belle cérémonie, et bravo à Jean Dujardin. Fanta Berete. Alors moi, je l'ai regardé après, donc toute la polémique, et j'ai envie de vous dire que j'avais l'impression de me retrouver dans un épisode de Emily in Paris, que j'adore, série que j'adore, parce que dans Emily in Paris, il y a plein de clichés en fait sur la France, sur ce que nous sommes, sur la baguette, etc. Et cette série a du succès à travers le monde. Et en fait, la question, c'est quand on est devant son fauteuil, dans son fauteuil, ou qu'on est dans un café à regarder cette cérémonie, en fait, elle nous est pas complètement destinée. Elle est aussi là pour véhiculer un certain nombre d'images. Le monde nous regarde et il y a des attentes. Mais Madame la députée, vous représentez la nation. Vous étiez fière de voir cette cérémonie? J'étais fière, je vous l'ai dit. Pour moi, en fait, Jean Dujardin était à la bonne place et j'ai rien trouvé de négatif. Simplement, je terminerai. Oui, allez-y, parce que c'est vrai en disant simplement que sur toutes les cérémonies dont je me souviens, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a toujours, de toute manière, des gens qui n'aiment pas. Et il faut l'accepter. Enfin là, il y a une bonne partie de la gauche quand même, Alex Darmon. Pourquoi les années 50 ? Parce que c'est dans ces années-là qu'on a battu les All Blacks pour la première fois. C'est pour ça, il y avait le match France-Nouvelle-Zélande juste après. Et c'est pour ça que Jean Dujardin et une metteuse en scène française ont décidé de faire un spectacle par rapport à cette référence des années 50. Moi, ce spectacle, je l'ai trouvé très bien. Ça ouvrait, ça parlait de la France. Après, chacun les goûts, les couleurs comme il veut. Moi, je m'en fous complètement. Que les gens n'aient pas aimé. Moi, j'ai Jacques Millard, rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Moi, je vais vous dire, bon, que l'on mette en avant la baguette, etc., c'est un des piliers de l'exportation française en idées, et les séquences aussi. En revanche, je vais vous surprendre. Je ne sais pas si vous avez vu la Coupe du Monde qui a été ouverte. Elle est maniérée, elle est moche. Franchement, ils auraient pu faire une Coupe du Monde beaucoup plus stylée, beaucoup plus... Elle existe depuis 87. Vous êtes de gauche aujourd'hui, Jacques Millard. Non, mais la Coupe du Monde, elle est depuis 87. Non, je vous taquine. Regardez la Coupe du Monde du foot. Trophée Wembley, il est magnifique, ce trophée. Elle est stylisée, et j'ai trouvé que cette Coupe du Monde, elle est baroque. Mais de quelle Coupe du Monde écoutez, merci en tout cas. C'est le trophée qui existe depuis 87. Merci à tous. Jacques Millard, maire LR de Maison Lafitte, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Alex Darmon, journaliste politique, et Fanta Berete, député Renaissance de Paris. Merci d'avoir été avec nous. Et tout de suite, c'est André Berkoff.